Bonsoir à tous. Comme Grégory Naud l'a indiqué, je suis chercheur dans le laboratoire Epsilon, et plus précisément, si je devais qualifier mes recherches, je dirais que je travaille dans le champ de la psychopathologie cognitive, c'est-à-dire que je m'intéresse au lien entre les états affectifs, tels que le stress, et les processus cognitifs, et ce qui est de la métacognition, c'est-à-dire ce qu'une personne croit de son fonctionnement mental. Et plus précisément dans ce cadre général, je vais vous présenter des travaux que je fais dans le champ du vieillissement, c'est-à-dire comment on adapte ces phénomènes-là, comment on les étudie dans le cadre du vieillissement, et quels sont les résultats que j'ai pu obtenir jusque-là. Alors, déjà à titre vieillissement et bien-être, pourquoi le bien-être? La première raison, c'est que d'après l'Organisation mondiale de la santé, le bien-être est un élément essentiel, un pivot de la santé mentale. C'est-à-dire que qui dit bien-être, dit quelqu'un qui va être capable d'utiliser l'ensemble de son potentiel, l'ensemble de ce qu'il peut faire, afin d'essayer de résoudre de manière optimale les tâches qui lui incombent au quotidien. Donc il y a vraiment cette notion d'utilisation de ses ressources pour gérer les exigences de la vie quotidienne. Alors, cet intérêt du bien-être dans le champ de la santé, il est également souligné par l'Organisation mondiale du travail, puisque un mauvais bien-être, c'est une mauvaise santé mentale. Aujourd'hui, une mauvaise santé mentale, c'est 3-4% du produit national brut des pays européens, et on estime qu'il y a à peu près 450 millions de personnes qui souffrent d'un problème de santé mentale, d'un trouble de la santé mentale. Donc, savoir ce qu'est le bien-être, l'identifier, savoir le mesurer et en connaître les prédicteurs, c'est à la fois un enjeu pour nous, psychologues cliniciens, pour nos patients, mais aussi un enjeu sociétal et économique. Alors, qui dit bien-être dit beaucoup de choses, parce qu'en fait, le bien-être, c'est bien évidemment multidéterminé. Le niveau de bien-être d'un individu va dépendre de la manière dont il se sent au travail. Ça va dépendre également, bien évidemment, de sa santé, des sources de stress. Je le développerai un petit peu plus loin. Donc, si nous avons les sources, les facteurs peuvent affecter le bien-être. Et après se pose la question de comment j'observe le bien-être, comment je l'opérationnalise, comment je l'observe. Et donc là, il y a de multiples indicateurs, tels que la satisfaction de vie. Et dans ce cadre des travaux que j'ai réalisés, je m'intéresserai plus spécifiquement à la gestion du stress et de ses sources. Donc dans le champ du bien-être, je m'intéresserai plus spécifiquement à cette ligne-là, qui va des sources de stress qui affectent le bien-être, c'est-à-dire qui vont affecter ma capacité à gérer de manière optimale ces sources de stress. Alors maintenant, pourquoi le vieillissement? Et avant de dire pourquoi le vieillissement, on va définir les termes, parce que le mot vieillissement est souvent associé à des représentations. À chaque fois que je fais un cours, quelle que soit l'université ou le domaine, je pose la question qu'est-ce que le vieillissement? J'ai jamais la bonne réponse. C'est parce qu'on associe souvent vieillissement à des personnes âgées. Vieillissement et la dernière période de la vie, alors que le vieillissement, ça veut simplement dire l'effet du temps. Le vieillissement commence lorsque le temps commence à agir sur un individu, un objet. C'est la modification avec le temps d'un objet. Et là, on parle de vieillissement. C'est à distinguer de vieillesse, ce terme de vieillesse, lui, par contre, va désigner un moment particulier de la vie. C'est pour ça que vous verrez que dans le cadre de mes travaux, je me suis intéressé à l'âge en termes numériques. C'est-à-dire que je n'ai pas comparé les jeunes, les âgés, ce qu'on appelle les middle age. J'ai vraiment travaillé sur l'âge en termes en continu, plutôt que sur des groupes d'âge. Alors maintenant, il n'y a pas un, mais des vieillissements. Donc là, je me réfère aux travaux de Baltes, et Baltes en 90, qui a écrit un ouvrage sur le vieillissement réussi, Successful Aging. Donc ils ont proposé des critères sur qu'est-ce que le vieillissement réussi. Et là, ils distinguent différentes formes de vieillissement. Alors le vieillissement le plus courant, c'est le vieillissement usuel. Donc le vieillissement usuel, c'est quelle est l'évolution normale d'une caractéristique particulière. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il est normal qu'au cours de la vie, il y ait une réduction de certaines ressources cognitives. On va considérer qu'il est normal qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir une aide à domicile pour nous aider à gérer les tâches de la vie quotidienne. Ça ne constitue pas en soi une pathologie, ça peut constituer tout simplement l'effet de l'âge, dès lors qu'on n'observe pas un décalage important entre ce que la personne fait et ce qu'on attend d'elle. Donc là, on parle de vieillissement usuel. Le vieillissement usuel, ce n'est pas le vieillissement optimal. Le vieillissement optimal, ce serait le vieillissement où tout va bien. Où, avec l'âge, il n'y a aucun problème, on n'a pas besoin d'aide, on continue la vie comme on l'a vécu jusque-là. Ça, c'est le vieillissement optimal qui est strictement utopique. Un vieillissement sans problème, c'est utopique.
Une troisième forme de vieillissement qui est là le vieillissement pathologique, c'est-à-dire qu'on va observer qu'il y a un décalage significatif entre ce que la personne fait, ce qu'elle peut faire, et ce que généralement les personnes de son âge présentent comme niveau de compétence. Donc moi je m'intéresserai ici, je me suis surtout intéressé en fait, au vieillissement visuel. Donc on a vu le bien-être, on a vu le vieillissement. Pourquoi associer vieillissement et bien-être? Tout simplement parce que dans la vue de la question que j'ai pu réaliser, dans les travaux que j'ai pu effectuer, cette association pouvait poser une question. Dans le sens où, est-ce qu'avec l'augmentation de l'âge, il n'y aurait pas un risque que le bien-être soit altéré? Du fait qu'avec l'âge, il y a certaines modifications qui se produisent, et est-ce que ces modifications font qu'en vieillissant, je ne suis pas plus à risque d'avoir une modification de mon bien-être que dans les périodes précédentes de la vie? Alors pourquoi cette question? Tout simplement, j'ai appelé axe 1, parce qu'après je vais montrer une recherche de l'axe 1, puis il y aura un axe 2 dans la deuxième recherche. Donc le premier axe repose sur le constat qu'en fait il y a une évolution des sources de stress avec l'âge. Donc ça c'est les travaux de Baltes et Cossel dans les années 80. Et en fait ces auteurs ont montré que de manière tout à fait normale, au cours de la vie, il y a une modification des stresseurs en nombre. C'est ce que alors là ça ne sort pas très bien, tout est en noir. C'est ce que les auteurs appellent la balance gain-perte. Donc ça veut dire qu'on constate qu'entre 20 ans et 90 ans, la vie apporte plus ou moins de gains, c'est-à-dire en fait je gagne plus ou moins de compétences, je gagne plus ou moins de force, ou au contraire j'en perds. Et on voit qu'au cours de la vie, les pertes, c'est-à-dire je mets plus de temps pour aller sur certaines tâches, j'ai besoin d'aide auditive, j'ai besoin de lunettes, j'ai besoin de quelqu'un à domicile pour compenser une réduction d'une fonction. On constate que toutes ces pertes augmentent avec l'âge, et notamment à partir de l'âge de 70 ans, on constate qu'il y a une augmentation très importante de ces pertes. Donc ce que ces travaux indiquent, c'est qu'avec l'augmentation de l'âge, eh bien, les personnes vieillissantes doivent faire face à un grand nombre de fonctions, un grand nombre de compétences qu'ils n'ont plus ou qui n'ont plus aussi bien. Donc il faut les gérer, il faut les accepter et il faut trouver des solutions externes pour compenser. Donc ça, ces modifications-là, on va les appeler des sources de stress, des stresseurs. Pour toute information, les stresseurs sont très vastes. Ça peut être faire un emprunt de plus de 100 000 €, ça peut être faire face à une maladie chronique, ça peut être même un stresseur qui est assez étonnant, c'est Noël. Les fêtes de Noël constituent un stresseur. Donc il y a un système de pondération par rapport à ces investigations, ces questionnaires. Mais le jour de Noël est considéré, enfin les fêtes de Noël sont considérées comme une source de stress. Il y en a d'autres. Mais voilà, c'est juste pour vous indiquer, vous illustrer ce qu'est la notion de stresseur ici. Donc on voit qu'avec l'âge, il y a une modification en termes de nombre, mais également une modification en termes de nature. C'est-à-dire, mais ça, c'est du sens commun, on fait l'expérience tous les jours. Avec l'âge, il y a une augmentation des stresseurs qu'on appelle physiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des troubles sensoriels, il va y avoir une réduction de la force musculaire, il va y avoir des problèmes physiques qui vont apparaître, et ce en plus grand nombre dès lors qu'on avance dans la vie. Il va y avoir des stresseurs psychologiques, tout simplement se rendre compte qu'avant on pouvait faire ses courses sans avoir de petites listes sous les yeux, et qu'à un moment donné on se rend compte qu'il nous faut absolument une liste parce que sinon on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'on a une réduction de notre efficience cognitive qui nécessite des aides extérieures, qui nécessite des supports extérieurs. Et des stresseurs sociaux. Alors, il y en a qui est tout simple, c'est la retraite. Quand on pose la question, quand on travaille un petit peu avec des personnes qui sont à proximité de la retraite, ils vont vous indiquer toutes les modifications que la retraite implique. Je n'ai plus la même place dans la société, je ne vais plus avoir le même rapport avec les autres, je ne vais plus avoir la même image. Ma vie va être complètement changée en termes d'organisation. Tout ceci, ce sont des modifications que la personne doit absolument gérer. Une autre caractéristique, c'est une modification en termes de chronicité. C'est-à-dire que durant toute période de la vie, on a des problèmes, généralement, qui sont temporaires. Aujourd'hui, mes enfants me posent problème parce que ça me préoccupe, et ils ne travaillent pas, ou il se passe quelque chose. Je sais qu'à un moment donné, mes enfants vont quitter le domicile et le problème va être résolu. Ou du moins, le problème scolaire sera temporaire. Alors qu'avec l'âge, on a beaucoup plus de problèmes chroniques, en pourcentage, qui vont apparaître. C'est-à-dire qu'une douleur articulaire, c'est chronique.
le fait de ne plus pouvoir réfléchir aussi vite qu'auparavant, c'est chronique. Et on voit que cette balance entre à la fois le pourcentage de gain et de perte et la balance entre des problèmes chroniques ou des problèmes épisodiques, toutes ces balances évoluent avec l'âge. Et la question qu'on s'était posée ici, et dont je vous montrerai les résultats après, c'est est-ce que finalement toutes ces modifications ne vont pas avoir un impact sur l'état affectif, qui lui-même va avoir un impact sur le bien-être d'une personne vieillissante. Alors le deuxième axe, donc là on va dire on dresse un tableau assez général, hein, méthodologiquement on soumet des questionnaires à des personnes de différents âges, et puis on voit quels sont les différents stresseurs qu'ils rencontrent, et on investigue ainsi les différentes variables qui nous intéressent. Là, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est demandé, mais finalement, généralement, le stress, on évolue par des questionnaires. Comme des questionnaires que je vous dis, voilà, comment vous percevez votre vie, puis vous répondez des questionnaires. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il serait plus intéressant, non pas de demander à quelqu'un de se remémorer le niveau de stress qu'il a pu en général dans la vie, mais c'est de créer une situation qui pourrait générer un certain niveau de stress. Et de lui demander tout de suite maintenant comment elle a perçu le niveau de stress. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une mesure, pas online parce qu'on ne sait pas en temps réel, mais tout de suite, immédiatement, une mesure de cet état de stress et de voir en quoi cet état de stress va véritablement avoir des conséquences sur ce que la personne peut faire ou ne pas faire. Donc pour cela, eh bien, le raisonnement est très simple. Avec l'augmentation de l'âge, ce que je vais vous dire à l'instant, il y a une modification des ressources psychologiques. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, avec l'âge, les compétences acquises perdurent. On appelle une personne âgée, on peut l'appeler un système expert. C'est-à-dire que c'est une personne qui a des automatismes, a un savoir-faire, et ce savoir-faire, il peut le mettre en place sans élaborer un raisonnement très compliqué. C'est littéralement poser un problème arithmétique et l'individu va tout de suite quasiment trouver la solution sans faire un raisonnement analytique. C'est ce qu'on appelle des heuristiques. Et ces heuristiques ont un gros intérêt, c'est qu'elles sont automatisées. Donc ça, ce sont des choses qui perdurent. En revanche, avec l'âge, on constate qu'il y a une modification des classes de certaines ressources. Donc l'une de ces ressources, c'est la mémoire à court terme. Donc cette mémoire, c'est par exemple, je vous donne une liste de chiffres, 5, 1, 8, 2, 6, 2, 7, 8, 9. Rappelez-moi immédiatement cette liste dans l'ordre. Il y a de fortes chances que vous produisiez un certain effort pour maintenir la liste en mémoire et me la rappeler. Donc ça, c'est une forme de mémoire qu'on va appeler la mémoire à court terme. Donc ce type de ressources est très sensible à l'âge. Un autre type de ressources, c'est la gestion d'interférences. Donc là, c'est par exemple, je vous dis, donnez-moi le plus grand nombre de mots possible qui commence par P. Il y a un pantalon, voilà. Et puis au bout d'un moment, vous allez me ressortir les mêmes mots. Parce qu'au bout d'avoir sorti 6 ou 10 mots, on sortait les mêmes. Donc là, la bonne performance, c'est être capable de mettre de côté tous ces mots que vous venez de dire pour en produire de nouveaux. Et ça implique gérer l'interférence. Ça veut dire pouvoir inhiber tout ce que vous avez dit jusque-là pour produire quelque chose de nouveau. Et ce processus de gestion d'interférence est également altéré avec l'âge. Donc la question qu'on s'est posée, c'est la chose suivante. Globalement, quand on regarde ce qu'est la vie quotidienne, c'est gérer des problèmes complexes. Gérer un compte bancaire, gérer des relations sociales, gérer un contexte familial. Ce sont des problèmes complexes. Vous savez que la vie quotidienne, ce sont des problèmes complexes, et en vieillissant, j'ai une réduction des ressources qui me permettent de gérer au mieux ces ressources complexes. Parce que est-ce qu'à un moment donné, dans la vie quotidienne, une personne vieillissante ne ressentirait pas d'autant plus de stress que ces ressources nécessaires pour gérer les problèmes de la vie quotidienne diminuent? Dit autrement, est-ce que les problèmes de la vie quotidienne exercent une pression sur la personne? Cette pression générerait un niveau de stress. En retour, ce niveau de stress, les études ont montré qu'en fait, le stress vient littéralement consommer des ressources. Et qu'à la fin, en fait, il y a un peu l'effet double tâche, c'est-à-dire qu'une personne âgée dans la vie quotidienne gère des problèmes. Du fait de ses ressources, eh bien, elles sont une pression grandissante des problèmes de la vie quotidienne sur ses ressources. Ça génère un niveau de stress, et ce stress, en retour, viendrait impacter les ressources, viendrait consommer une part de ressources. Et à la fin, quand une personne âgée vous dit il faut plus de temps pour faire telle ou telle chose, est-ce que ce plus de temps pour, ça veut dire qu'elle a plus assez de ressources? Est-ce que cela veut dire qu'elle est envahie par le stress et que ce stress vient lui consommer les ressources?
Est-ce que le déclin des performances avec l'âge, ça reflète un déclin du bien-être, ou est-ce que c'est un reflet des déclins mécaniques des ressources? Donc ça, c'est la question qu'on s'est posée dans le deuxième axe. Alors, pour le premier axe, on avait fait une première publication, ce qui est sous la forme d'une enquête. Et donc l'autre objectif, c'était de voir le rôle des croyances autoréférées, c'est ce que j'appelais tout à l'heure métacognition. Donc ça va être quelle confiance vous avez dans votre capacité à gérer efficacement les problèmes. Ces ressources et croyances autoréférées, ça va également concerner le soutien social. Vous me dites que vous connaissez plein de monde, d'accord? Mais dans ce plein de monde, il y en a combien dont vous pensez qui pourraient vous aider à faire face à l'annonce d'une maladie chronique? Sur ce plein de monde, combien vous pensez pourraient vous aider efficacement pour affronter, je ne sais pas moi, un enterrement? Donc le soutien social, ce n'est pas uniquement combien de personnes vous entourent, mais dans cette masse de personnes, parmi ces personnes, combien vous pensez qu'elles pourraient vous apporter un soutien efficace? Donc ça, c'est une autre croyance à laquelle on s'est intéressé. Et bien évidemment, s'intéresser au stress perçu, c'est-à-dire qu'on a évalué quel est le niveau de stress que la personne perçoit au quotidien, dans sa vie quotidienne. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que finalement, toutes ces ressources et cette perception de l'état affectif viendraient à expliquer l'effet de l'âge? Donc l'âge est un petit peu simplifié, mais l'effet de l'âge qu'on mettrait totalement à gauche, l'effet de l'âge sur le bien-être, c'est-à-dire la capacité d'une personne à gérer les problèmes de la vie quotidienne. Est-ce que ces variables-là pourraient expliquer en partie l'effet de l'âge sur ses capacités de résolution? Et de manière assez schématique, nos résultats ont indiqué une chose principale, c'est qu'avec l'âge, rien n'est perdu. Parce qu'on dit que forcément on est condamné à dépérir et à décliner de manière inéluctable. En fait, on constate qu'avec l'âge, il y a à la fois des paramètres qui évoluent, et on constate que les personnes en vieillissant ont une tendance à avoir le sentiment que leur entourage ne les aide plus efficacement. Les personnes en vieillissant ont le sentiment que on les aide, mais on pourrait faire mieux. Donc il y a une sorte d'insatisfaction grandissante par rapport à l'environnement social, au soutien. Et on a constaté qu'il y avait une augmentation également du stress perçu avec l'âge. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que globalement, les personnes âgées gardent une relativement bonne confiance quant à leur capacité à gérer les problèmes de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, elles gardent finalement une relativement bonne confiance dans l'attitude à gérer ce qui leur arrive au quotidien. Alors, je parle évidemment du vieillissement usuel, pas de vieillissement pathologique. C'est-à-dire que si on commence à étudier des personnes qui ont des pathologies qui viennent affecter les ressources cognitives, on peut avoir des résultats différents. Là, on est sur un vieillissement usuel. Donc, ce que ces résultats nous ont indiqué, c'est qu'en fait, des personnes vieillissantes maintiennent leur aptitude à tenter de résoudre des problèmes activement, c'est-à-dire que je fais face à un problème, je ne sais pas, moi, un problème de santé. Est-ce que je décide de me battre pour lutter contre la maladie, ou est-ce que je considère que de toute façon le combat est perdu d'avance et je baisse les bras? Et il vaut mieux que je me dise que je m'adapte à la maladie, enfin que j'accepte les conséquences de la maladie sans me battre. En gros, il y a ces deux solutions-là, c'est ce que j'ai indiqué ici. Est-ce que je veux affronter la résolution des problèmes, ou est-ce que je décide que finalement, ce n'est pas la peine que j'essaie de me battre, et autant accepter les choses telles qu'elles arrivent? Et là, on est sur réaliser nos objectifs. Globalement, dans la littérature, ce qui ressort, c'est qu'un usage excessif de ce type de stratégie, c'est-à-dire revoir systématiquement ses objectifs à la baisse, c'est quelque chose qui est plutôt dépressionnel. À l'inverse, lorsque c'est adapté, opter pour une tentative de résolution de problème, c'est quelque chose qui est beaucoup plus salutaire pour la santé mentale. Et donc, ce que nos travaux ont indiqué, c'est qu'en fait, la confiance en soi, une capacité à résoudre des problèmes, c'est quelque chose qui reste relativement stable. C'est quelque chose qui serait plutôt un point fort, un point positif en faveur de je vieillis, mais pour autant, je crois toujours être capable de résoudre des problèmes. A l'inverse, on constate qu'avec l'âge, cette réduction du soutien social et cette augmentation du stress perçu serait plutôt un point fort en faveur de la révision des objectifs. C'est-à-dire que, de par ces modifications,
l'âge conduirait les personnes à plutôt vouloir s'adapter aux conséquences des situations plutôt qu'à modifier les situations. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, au cours du vieillissement, la balance reste. C'est-à-dire qu'au cours du vieillissement, il y a à la fois le maintien de confiance en soi qui permet de s'engager dans des stratégies actives de résolution, et en même temps, il y a cette modification-là qui, elle, pencherait plutôt vers la révision des objectifs. En fait, les deux courants coexistent. Donc ça veut dire qu'en termes interventionnels pour nous, ce qu'on observe ici, c'est que le soutien social au cours du vieillissement, c'est vraiment un levier important. C'est-à-dire qu'on constate que si on peut agir sur le soutien social, aider nos patients, aider les personnes qu'on prend en charge à vraiment identifier l'environnement, les personnes, les ressources sur lesquelles elles peuvent s'appuyer, là potentiellement on a un levier pour les aider à ne pas s'enfermer uniquement dans une stratégie plus qu'une autre. Et après, nous, dans ce que nous sommes indiqués, c'est quand même l'importance de bien garder cette flexibilité, c'est-à-dire qu'une personne âgée, en fait, face à un problème, elle a le choix, toujours le choix. Est-ce que je résous le problème ou est-ce que je ouvre mes objectifs? Il faut toujours que la personne puisse avoir ce choix, parce que si elle s'enferme uniquement dans la révision des objectifs, là, on a un facteur risque de dépression, c'est-à-dire là, d'altération de la santé mentale. Donc en gros, là, la moralité de cette étude, c'est, avec l'âge, il y a le maintien de cette flexibilité adaptative quant au choix entre deux types de stratégies, et qu'en termes interventionnels, pour nous, l'un des leviers sur lesquels on peut agir pour aider une personne qui reste enfermée dans la révision d'objectifs, c'est le soutien social qui pourrait nous aider à la ramener vers d'autres choix d'adaptation. Là, on a des croyances, parce que là, en fait, on a que des croyances. On nous donne la questionnaire à quelqu'un, on lui demande comment vous vous percevez, comment vous vous rappelez avoir géré une situation. On dit de la croyance, ce que la personne croit. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller un petit peu plus loin que la croyance. C'est-à-dire qu'on a créé une situation expérimentale qui avait pour objectif un petit peu de recréer des situations de vie quotidienne. Donc une situation de vie quotidienne, c'est un problème complexe. La vie quotidienne de tous les jours, ce sont des situations complexes. Et en fonction du niveau de complexité, eh bien, on voit qu'on a plus ou moins, on va solliciter plus ou moins nos ressources. Donc on a essayé de recréer ça en utilisant une tâche, on a créé une tâche d'anagramme. L'anagramme, je sais ce que c'est. L'anagramme, c'est un mot dont les lettres sont dans les ordres. Par exemple, l'anagramme S-VAL, E-S-V-A-L, la solution, ça va être VALS. C'est-à-dire que S-VAL, si la deuxième lettre S est pas mutée, puis E en dernier, ça fait VALS. Donc ça, c'est un anagramme. Et la résolution de l'anagramme se fait d'après une règle de permutation. En l'occurrence, la permutation, c'est la lettre qui en 2 devient en 4, et la lettre qui en 1 devient en 5. Et on résout l'anagramme. Donc on a créé ce type de tâche, et on a comparé des anagrammes qu'on appelle mots avec des anagrammes qu'on appelle non-mots. C'est-à-dire que VALS, c'est un mot que vous connaissez. VALI, je pense que c'est un mot que vous ne connaissez pas. Pour la simple raison qu'il n'existe pas. Mais c'est un mot qui ressemble comme deux boutons à un vrai mot, c'est-à-dire que ça ne va pas vous choquer. Alors, VALI, ça ne vous choque pas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est un exemple de non-mot. Et le choix de vieillissement, c'est intéressant parce que VAL, c'est un mot que vous connaissez. Ça veut dire que le mot, quand vous l'entendez le prononcer, ce mot vous donne un sentiment de familiarité. C'est-à-dire que le mot en lui-même vous dit si vous avez juste ou pas. Donc il y a un soutien de la réponse. Le mot va vous dire oui, VAL, c'est bon. Alors que le mot VALI, c'est un mot, pas un mot, j'ai bien appliqué la règle, je ne me suis pas trompé. Ce sont des mots qui vont moins vous parler, qui vont donc nécessiter de la part de la personne de bien vérifier qu'elle a bien exécuté la tâche, qu'elle a bien appliqué la règle, parce qu'elle vient solliciter encore plus les ressources. Donc on a comparé les performances, enfin on a étudié l'évolution avec l'âge des performances, c'est une tâche d'anagramme, où on a des personnes de résoudre soit des anagrammes mots, soit des anagrammes non-mots. En l'occurrence, d'appliquer des règles de résolution. Et pour inciter les personnes à résoudre des anagrammes non-mots, on a mis des points. Alors, si vous résolvez un anagramme non-mot, vous avez 3 points. Si vous résolvez un anagramme mot, vous avez 1 point.
Donc, la tâche incitait les personnes à résoudre des anagrammes normaux. Et nous, la question qu'on s'est posée, c'est, malgré cette incitation, est-ce qu'avec l'âge, il n'y aurait pas une plus grande tendance à se focaliser, à résoudre des anagrammes mots, dans le sens où les anagrammes mots, eh bien, ce sont des anagrammes qui produisent des solutions familières, et que la personne âgée, de par la réduction de ses ressources, elle préfère gagner moins de points, mais réussir une tâche qui est moins coûteuse. En l'occurrence, c'est est-ce qu'avec l'âge, il n'y a pas, ce qu'on a vu tout à l'heure, un choix délibéré de ne pas chercher la performance, mais de réussir en réduisant l'état de stress associé à la tâche. Donc ici on a extrait plusieurs variables. La première, c'est l'âge. Ici le stress, on a fait un taux de stress, c'est-à-dire qu'on a créé une échelle visuelle analogique. On avait le stress avant l'expérience et après l'expérience. On a fait un delta, on a ainsi l'état de stress durant l'expérience. Et on a plusieurs indices qu'on extrait de la tâche. Le premier indice, c'est la performance, c'est-à-dire qu'on va regarder le nombre de points, indiquer des points, combien de points sont obtenus par les participants. Et puis juste avant l'expérience, on avait également évalué les ressources cognitives. Quelle est la capacité de mémoire de travail des participants, à quelle vitesse ils peuvent produire un certain exercice, c'est le traitement. Et également un autre indice qui est la flexibilité. Ce que nous ont indiqué, c'est que concernant la performance, on observe bien sur des tâches complexes un effet délétère de l'âge sur la performance. C'est-à-dire que plus l'âge augmente et plus le nombre de points obtenus diminue. On observe bien l'effet attendu des ressources cognitives, en l'occurrence la vitesse de traitement sur la performance. C'est-à-dire que plus je suis capable d'exécuter rapidement un exercice, et meilleures sont mes performances. C'est bien ce qu'on obtient. En revanche, ce qu'on a également obtenu, et ce qui n'avait jamais été montré jusque-là, c'est qu'en fait, avec l'âge, dans une tâche complexe, il y a bien une augmentation du stress. C'est-à-dire que plus l'âge augmente, et plus le niveau de stress associé à une tâche complexe augmente. Et ce que l'on constate, c'est que plus le stress va augmenter, et plus la performance va diminuer. Donc ce premier résultat nous indique que, conjointement au modèle du vieillissement classique que l'on a, avec l'âge, les ressources diminuent et l'évolution des performances avec l'âge s'explique par ces ressources. L'évolution des ressources avec l'âge. Ça, c'est le modèle dominant. Ce que nos résultats ajoutent, c'est qu'il n'y a pas que les ressources, il y a aussi l'état affectif, le bien-être. Quand moi, psychologue, j'ai un patient en face de moi, à l'hôpital, je lui fais faire des épreuves neuropsychologiques pour à la fin essayer de produire un diagnostic, je lui fais faire des épreuves neuropsychologiques, et bien ce que nos résultats nous indiquent, c'est que dans les résultats que j'obtiens à l'issue de mon épreuve neuropsychologique, cette valeur numérique que j'obtiens, de performance, et bien c'est très certainement un indicateur composite qui m'indique à la fois quelles sont mes ressources, mais qui est aussi influencé par ce que le patient a ressenti durant l'évaluation. Et en l'occurrence, une personne âgée qui va être stressée par l'évaluation, que ce soit par les exigences de la tâche, par le contexte d'évaluation, mais cet état affectif va lui avoir un impact significatif sur la performance. Et le deuxième résultat qu'on a obtenu, c'est par rapport au temps, je l'appelle le temps expérimental, en fait c'est le temps de réponse. C'est-à-dire qu'on a mesuré, on a estimé quel est le temps moyen de réponse de chaque participant sur la tâche. Combien de temps il faut pour produire la solution. Et bien ce que l'on constate, c'est qu'à nouveau, l'âge reste un prédicteur significatif du stress. L'augmentation du stress est associée à une augmentation du temps de réponse. Mais surtout, ce qu'on a obtenu, c'est qu'en fait, ici, il y a un effet de ce que j'ai mis en violet, ce qu'on appelle un effet de médiation. C'est-à-dire que le stress explique en partie l'effet de l'âge sur le temps de réponse. C'est-à-dire qu'à nouveau, jusque-là, dans le champ du vieillissement, on considérait que c'était les ressources cognitives qui expliquaient l'effet de l'âge sur les performances. On disait, une personne âgée, elle a de plus en plus de difficultés à effectuer certaines tâches dans la vie parce qu'elle est plus lente, parce qu'elle a une mémoire portable qui est plus faible. Ça, c'est le modèle actuel. Et là, ce que nos résultats ajoutent, c'est qu'il n'y a pas que les ressources, il y a aussi le bien-être.
dès lors qu'une personne âgée va avoir un niveau de stress qui va augmenter, niveau de stress induit par des problèmes de la vie quotidienne induits par une tâche en neuropsychologie, ce stress induit par le problème à gérer va expliquer aussi, en partie, l'effet de l'âge sur le plan extra-mental. Et là, on est sur un effet de médiation totale dans le sens où il n'y a plus d'effet direct âge de temps expert. Donc en conclusion, ces travaux soulignent l'importance de l'aspect du bien-être dans le champ du vieillissement, qui est celui du stress perçu. Et d'un point de vue très pratique, pour nous psychologues, ça veut dire qu'au quotidien, lorsqu'on fait des évaluations neuropsychologiques, lorsqu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne vieillissante présente des problèmes, des troubles dans la vie quotidienne, de gestion de la vie quotidienne, eh bien, il n'y a pas que l'aspect neuropsychologique, il y a aussi l'aspect affectif qui rentre en ligne de compte. Et que peut-être que nos évaluations neuropsycho à l'hôpital, eh bien, elles ne sont pas si pures que ça. Et que c'est peut-être aussi des évaluations de la gestion de la personne âgée, gestion des conséquences affectives de l'évaluation. Je vous remercie.